Donc, ce serait une info de Bloomberg. Regardez, la Corée du Nord pourrait déployer jusqu'à 100 000 hommes pour aider la Russie en Ukraine si leur partenariat continuait à ce rythme. Alors 100 000, le chiffre nous paraît absolument ahurissant, c'est énorme. Mais attention, ce ne serait pas 100 000 hommes d'un coup. Une telle montée en puissance, si elle advenait, se ferait plutôt en rotation de troupes que par un déploiement unique. Rotation générale, certes, mais quel pourrait être l'impact ? Alors, Parce que vous-même, pardon, il n'y avait pas les caméras, mais quand on en a parlé hors antenne, vous-même, le chiffre de 100 000 vous a marqué. Oui, ça m'a interpellé. Alors, déjà, on n'a pas de preuves formelles, enfin, là, on n'a pas vu de soldats nord-coréens décédés sur le front. Alors, ils sont approchés 10 000, oui. Dans un but de formation, oui. Dans un but d'engagement de combat sur le territoire russe, on n'est pas loin, probablement, mais pour l'instant... Même à Koursk. Même à Koursk, je veux dire, on n'est pas loin, probablement. Prudent, et s'il y a 10 000 qui traînent dans le coin, évidemment que ce n'est pas uniquement pour observer et se former. Enfin, c'est probable. Donc, ça, ce point-là, à mon avis, il n'est pas totalement franchi. Ensuite, que les 10 000 ou d'autres viennent en Ukraine, c'est encore autre chose. Ensuite, qu'il y ait des rotations. Alors, des rotations de soldats, quand on fait des formations, ça se fait. Oui, pour avoir 10 000 en permanence, eh ben, il en faut 30 ou 40 000. Parce que entre ceux qui reviennent, qui se reposent, ceux qui partent pour avoir H24, 10 000, il en faut 3-4 fois plus. 3-4 fois plus. Mais donc, là, on est à x10. Là. Absolument. Là, on est 2 fois 10. Donc là, on parle plutôt d'un engagement beaucoup plus conséquent. Alors, ils disent pourrait, oui, ça veut tout dire et rien dire. Ils ont 1 200 000 soldats, les Nord-Coréens. Donc, si c'était le cas, ce serait vraiment une escalade majeure. Oui, c'est ça, on parle toujours d'escalade. Ouais. Voilà. Et donc, pour l'instant, on n'y est pas vraiment encore. Mais tout est possible, malheureusement, dans ce conflit qui a tellement de surprises chaque jour. Escalade, vous êtes d'accord ? Escalade, oui. Mais en fait, cette actualité autour des soldats nord-coréens, elle ne date pas d'il y a un mois, elle date d'il y a quasiment 6 mois. Les services de renseignement frontaliers du Bélarus s'était aperçu que, effectivement, des soldats nord-coréens s'entraînaient avec la 103e brigade aéroportée bélarusse et donc se préparaient potentiellement à rentrer sur le front. Et ces mêmes services de renseignement, lorsqu'ils ont vu ces Nord-Coréens en Russie il y a un mois, ils disaient on pense que ce nombre pourrait monter, et eux ils évoquaient plutôt 88 000 ou 90 000 hommes. Là, c'est le chiffre de 100 000 qui est annoncé, effectivement, et il faut être prudent. Mais il y a effectivement, depuis des mois... Cette rumeur-là. Cette rumeur et ces observations qui ont été faites par plusieurs services de renseignement qui annonçaient ce déploiement bien avant que ce soit officiel et qu'il soit effectivement à Koursk aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut prendre cette information de façon très sérieuse. Non, très sérieuse. Oui, parce que ça commence à se confirmer. Voilà, exactement. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est très sérieux. Mais juste le chiffre de 100 000, on se dit, c'est pas pour rester positionné dans la seule région de Koursk. Même les 12 000 qui sont aujourd'hui à Koursk. Ouais. 12 000, on sait que c'est à peu près le nombre d'hommes que perd la Russie sur le front toutes les semaines et demie. Donc vous attendez, vous, de façon quasi certaine, à voir des Nord-Coréens sur le sol ukrainien ? En fait, ce qui laisse penser aujourd'hui que les soldats nord-coréens vont aller dans le Donbass, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ils sont à Koursk, certainement pour se former, et parce qu'il y a des difficultés au niveau de l'interopérabilité des forces, parce que les Nord-Coréens ne parlent pas russe, et les Russes ne parlent pas nord-coréen. Donc aujourd'hui, il y a véritablement cet enjeu de former ces deux armées à travailler ensemble. Et une fois, effectivement, qu'à Koursk, cette armée ces armées se seront professionnalisées pour travailler ensemble, peut-être cette fois-là, ils pourront aller dans le Donbass. Ouais. Ils oseront ? C'est la question, c'est-à-dire que, alors déjà, effectivement, on ne sait pas trop ce qu'ils valent encore sur le terrain, on ne sait pas trop s'ils ont... Alors, les Américains disaient qu'ils ont commencé à prendre part à des combats, mais effectivement, on n'a pas la preuve. La question, c'est vont-ils franchir la frontière, en quelque sorte Et d'ailleurs, on repense à la déclaration qui n'est pas encore officielle, mais en tout cas ce que disait la presse américaine sur Joe Biden, qui dit attention, message envoyé aux Nord-Coréens, c'est peut-être aussi au travers de ce type d'information un signal de dire attention, ne poussez pas trop loin. Non. Voilà, donc on serait capable, quoi. On peut imaginer. Après, pour les Ukrainiens, ça serait effectivement catastrophique parce que eux, à l'inverse, ont des très gros problèmes en termes d'effectifs. Donc, et c'est pas les Occidentaux qui vont aller, en tout cas pour l'instant, se battre à leur côté, quoi. Absolument pas. Mais ceci dit, c'est
sur le terrain, c'est pas ce qu'ils demandent. Moi, j'ai beaucoup posé la question aux Ukrainiens. Est-ce que vous ne voudriez pas avoir un renfort humain Et souvent, ils nous ont dit, c'est pas à vous de vous battre physiquement, c'est à nous de le faire pour notre pays. En revanche, aidez-nous le plus possible. Avec du matériel, avec des autorisations, etc. Mais souvent, ils nous ont dit, c'est pas à vous d'envoyer des soldats. Enfin, moi, je l'ai beaucoup lu. Dans leur esprit, c'est extrêmement clair. Exactement. Donc, le mille-blogueur dont on parlait dans cette longue interview parlait de cette stratégie. Visiblement, les Russes seraient en train de changer et viseraient davantage les grandes villes. Écoutez l'analyse ensuite. Nous attendons vraiment l'hiver avec impatience. Il va nous aider. Avec l'hiver, les combats sont plus susceptibles de se dérouler dans des zones peuplées au lieu des champs ouverts. Car avec le froid, c'est dur d'avancer. C'est pour ça qu'à Toretsk, Kourakov, Pokrov, les combats se dérouleront en agglomération. Qu'est-ce qui veut dire là? Ça va se dérouler dans les agglomérations, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter de tergiverser, ils vont aller droit dans la cible? Non, ce qui veut dire, c'est la fameuse Rasputitsa, c'est-à-dire qu'avec le mauvais temps, avec des chars ou des avions, des engins à véhicules à roues, vous ne pouvez prendre que les routes. Parce que sinon, vous allez vous embourber, en fait. Donc c'est ça qui veut dire, ça veut dire qu'on va se concentrer sur des routes et tout ça. C'est le cas à Kourakove, il faut être prudent parce que ce phénomène de pince peut se refermer. Cela dit, ça limite aussi le champ de manœuvre. Vous ne pouvez pas partir dans tous les sens, vous êtes obligé, donc vous voyez arriver l'ennemi. Vous savez qu'ils vont venir par telle ou telle petite route et donc c'est plus difficile en attaque et c'est plus facile en défense. Et la défense là, elle est ukrainienne? Absolument. Donc, ça serait plutôt avantage... Donc, c'est plutôt... Mais il n'empêche qu'il y a quand même un souci actuellement du côté de Kourakove. Il faut être extrêmement vigilant parce qu'il y a un phénomène où, si vous voulez, il y a une pince qui s'est créée, en fait. Un peu comme à Advitka, où ça a progressé légèrement au nord du barrage, légèrement au sud du barrage, et il ne faut pas grand-chose pour fermer. Si vous fermez la pince, eh ben, vous avez toute la zone là qui est prisonnière. Et c'est ce qui s'est passé à Advitka. Vous parliez de l'état d'esprit, Hélène, quand vous y étiez encore en septembre, qui a évolué depuis, bien évidemment. Les Ukrainiens, vous sentez que ça change? Vous sentez qu'ils pensent que les négociations vont être inéluctables? Je pense qu'ils le savaient déjà avant la victoire de Trump. Ils savaient qu'à un moment donné, de toute façon, il faudrait que ça se règle de cette façon-là. La question pour eux, c'était de savoir est-ce qu'ils auraient assez d'arguments pour peser dans ces négociations. Enfin, eux-mêmes, sur le terrain, en avaient conscience. Et à l'époque, quand j'étais en septembre à Pokrovsk, dans cette zone-là, ils nous disaient bon, c'est difficile pour nous, on n'est pas assez nombreux. On sait qu'on a prélevé des troupes pour les envoyer vers Koursk. Donc c'est difficile. C'est un sacré pari, mais si ça fonctionne, eh ben, tant mieux. Quelque part, on comprend. Là, effectivement, alors entre-temps, je n'ai pas forcément rediscuté avec ces hommes-là, mais ça serait intéressant de voir dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui, parce que cette Koursk n'est plus vraiment un succès désormais. Donc tous ces sacrifices pour finalement voir que les Russes continuent d'avancer. Là, l'hiver arrive, ça va être très compliqué. Donc c'est difficile. Là, c'est extrêmement difficile. Voilà, mais de toute façon, souvent, quand on est avec ces soldats, ils se posent rarement la question de ce qui va se passer dans quelques jours, dans quelques heures, parce que... Il faut se battre. Il faut se battre, ils n'ont pas le choix. Et se poser trop de questions, c'est peut-être laisser la porte ouverte à un effondrement personnel. Donc, exactement, il y a le moral qui compte dans ces cas-là. Oui. Arthur, vous vouliez dire quelque chose il y a un instant? Oui, c'était pour rebondir un peu sur le discours de propagande de ce blogueur russe, qui dit que c'est une bonne chose que les combats se déroulent maintenant dans les agglomérations. C'est pas là où les Russes ont montré leur plus grande qualité. C'est aussi là où ils ont eu le plus de pertes à déplorer. Et on voit que depuis quelques semaines, effectivement, cette offensive s'accélère et que la Russie essaye rapidement de conquérir le plus de territoire possible. Pour une raison, c'est parce que si les négociations arrivent, cette question des concessions territoriales de l'Ukraine va arriver. Et depuis septembre 2022, dans la constitution russe, les territoires, les 4 oblasts du Donbass sont considérés comme territoires de la Fédération de Russie. Mais aujourd'hui, ces territoires, on les voit, ne les contrôle pas. Non. Donc aujourd'hui, Poutine arrive à la table des négociations et revendique des territoires qu'il ne contrôle pas. C'est ça. Et s'il accepte de ne pas prendre ces territoires qui ne contrôlent pas, qui gardent ce qu'il contrôle actuellement, mais pas cette partie du Donbass qu'il considère comme la Fédération de Russie, mais qu'il n'a pas actuellement, il est obligé de détricoter la constitution russe. De dire qu'aujourd'hui,
l'État russe n'est pas capable d'assurer la souveraineté territoriale de la Fédération de Russie. Donc cette constitution serait défaillante et l'État russe serait défaillant. Ouais, ça, il n'en est pas question pour Vladimir Poutine, on l'a bien compris. Il est obligé de pousser aujourd'hui. On va essayer. C'est l'heure de l'histoire du club qui va nous être racontée par Laura Pouget. Laura, alors, Vladimir Poutine annule ses visites les unes après les autres. Il n'est pas au G20, par exemple, cette semaine. Et vous me dites que c'est normal parce qu'il est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Sauf que Laura, ce n'est pas pour ça. Non, il y aurait en tout cas une autre raison plus logistique qui explique que Vladimir Poutine devienne un peu, voire très casanier. Elle tient cette raison à son avion. Vous allez voir en photographie, regardez ici. Là, il est sur le tarmac de Pyongyang, en Corée du Nord. Eh bien, son avion ne pourrait pas effectuer certains trajets, faute de pouvoir se ravitailler dans certains pays. C'est Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui l'a reconnu lui-même auprès de l'agence TASS, en réponse à une question sur le sujet. Regardez, les problèmes de ravitaillement de l'avion présidentiel influencent les décisions concernant les visites de Poutine. C'est autorisé à titrer le très officiel organe de presse. Alors Dmitri Peskov n'a pas poussé la confidence jusqu'à dire quel trajet avait dû être annulé ou ont pu être perturbés. Mais on sait que des problèmes de ravitaillement avaient déjà touché Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, notamment lors du trajet qu'il avait conduit jusqu'en Afrique du Sud. Souvenez-vous, c'était en août 2023 pour le sommet des BRICS, auquel Vladimir Poutine ne s'était pas rendu. Il faut le rappeler, effectivement. Il n'y a que des problèmes de ravitaillement. En réalité, tout un ensemble de contraintes liées à l'aviation. J'ai contacté Xavier Titelman, que vous connaissez bien, expert aéronautique souvent présent sur nos plateaux. Nous avons pris un exemple ensemble, celui d'un vol Moscou-Rio. Pourquoi Rio ? C'est le G20, c'est le G20, et que Vladimir Poutine s'y serait rendu avant la guerre en Ukraine. Le trajet le plus direct, vous voyez, imposerait de passer par l'Europe, ce qui n'est pas possible, notre espace aérien étant interdit aux avions russes. La déviation envisageable, vous allez la voir, serait donc de passer au large de l'Islande. Mais premier problème de ravitaillement, vu le détour, il est difficile de faire tout d'une traite, et il faut un pays ami pour se poser et faire le plein. Si vous voyez ma carte, il n'y a pas beaucoup de pays amis autour. Supposons quand même que l'avion présidentiel parvienne jusqu'à Rio. Une fois sur place, pas sûr que les compagnies pétrolières acceptent de le fournir en carburant, car ce faisant, elles risquent des sanctions. C'est le deuxième problème de ravitaillement. Supposons enfin que l'avion parvienne à repartir cette fois. Il est arrivé jusqu'à Rio, il parvient à repartir. Ça fait beaucoup de suppositions, mais il y parvient. S'il a le moindre problème en vol, vous voyez, sur ma carte, il doit être dérouté. Normal, c'est la procédure. Imaginons que ce problème survienne au-dessus de l'Atlantique et qu'ils doivent se poser en urgence aux Açores ou aux Canaries. Ils se trouveraient alors en territoire portugais ou espagnol et Vladimir Poutine à la merci du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, sans nul doute possible. Je dis sans nul doute possible car le président russe s'est rendu en septembre dernier en Mongolie, un pays qui a signé le statut de Rome de la CPI, mais il ne lui est rien arrivé en raison des liens entre les deux États. Et les deux pays partageant une frontière, il n'a pas non plus eu de problème ni d'espace aérien cette fois, ni de ravitaillement, ce qui limite quand même les destinations. Oui, bref, il reste en Russie, quoi. Quasiment. Non, en tout cas. non, Quasiment. Quand on dit Mongolie, effectivement, mais quelques pays alliés, quelques pays amis, mais c'était extrêmement clair. Est-ce que ça veut dire... Non, vous n'êtes pas d'accord. Non, si, tout à fait. Mais pour traverser l'Atlantique, effectivement, c'est un risque énorme et encore plus le Pacifique, évidemment. Ouais. Mais souvenons-nous, en décembre 2023, il est allé aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite. Là, il peut se poser à partir du moment où il a l'accord. Il peut faire escale en Turquie. Et donc, vous avez vu la Russie, donc il peut aller en Chine, il peut aller à Pyongyang, il peut aller... Mais effectivement, il ne peut pas traverser l'Atlantique. Ça, à mon avis, c'est beaucoup trop dangereux pour lui. Le Pacifique, encore moins. Donc, il est contraint. Il est contraint dans une zone que l'on peut définir. Et éventuellement aussi, il peut aller un peu en Afrique. Mais là, c'est plus incertain, parce que comme le dit très justement Laura Pouget, en cas de déroutement, c'est pas sur quel terrain africain. C'est ça qui est extrêmement intéressant, parce que nous, on parlait du mandat d'arrêt de la CPI. Bon, voilà. Mais sauf que concrètement, là, ce qu'on comprend bien avec l'histoire de Laura, c'est qu'il faut tout envisager, parce que même dans les pays amis, il faut regarder si le parcours de l'avion, et tout va bien se passer, si jamais il a besoin de se poser où, c'est quand même extrêmement contraint. C'est le métier de l'aéronautique. Oui. Et ça se fait comme ça ? Non, mais on envisage toujours les cas où vous pouvez avoir un problème. Ouais. Ça, c'est une règle d'or en aéronautique. Quand vous allez quelque part, vous dites, si je ne peux pas me poser, où est-ce que je me déroule sur le terrain ? Ouais. Sauf que ça veut dire que les options pour Vladimir Poutine sont extrêmement réduites. Mais finalement, est-ce que c'est tant un problème que ça pour lui ?
En termes d'image, en tout cas, une histoire comme celle-ci participe pas à renforcer son crédit politique. Et on a vu ce qu'il avait tenté de faire à Kazan, qui était de dire, regardez, je ne suis pas isolé politiquement. Oui. Il y a beaucoup de pays autour de moi, des grands pays, d'autres pays, ceux du Sud global. Mais effectivement, aujourd'hui, on voit qu'en dehors de la Russie, à part effectivement peut-être en Chine, en Corée du Nord, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, pour lui, c'est très compliqué de voyager. Mais il y a peut-être une autre raison aussi, qui est vraiment la raison de la sécurité propre de Poutine. C'est-à-dire, on sait que Poutine, même en Russie, et ses services de renseignement sont très, voire paranoïaques. Ouais. Effectivement, aller à l'étranger pour Poutine, en ce moment, avec tous les risques que ça comporte, on imagine mal un ancien colonel du KGB prendre ce genre de risque. Oui, et puis je rajouterais qu'il y a un dernier élément, c'est qu'un accident en vol peut toujours arriver. Exactement. On l'a vu pour Prigojine. Comme on l'a vu pour Prigojine et comme on l'avait vu il y a quelques années aussi pour Kaczynski, un président polonais, dont l'avion s'était crashé et que les Russes n'ont certainement pas oublié. Effectivement. Un dernier mot, non ? Oui, je crois que à la fois ce qui a été décrit d'un point de vue aéronautique et ce qui vient d'être décrit est intéressant, mais je pense que la question aussi sur le mandat international, j'aurais tendance à dire qu'il est un peu caduque. Il faut se rappeler qu'à Kazan, le secrétaire général de l'ONU vient serrer la main à Vladimir Poutine. Le secrétaire général de l'ONU représente l'ONU dans toute sa splendeur. C'est l'ONU qui a délivré ce mandat sur quelque chose de précis, déportation des enfants. Donc à partir du moment où le secrétaire général de l'ONU vient et serre la main à Vladimir Poutine, c'est plus la question du mandat. Là, c'est plus effectivement soit les questions sécuritaires, soit les questions logistiques. C'est plus le fait d'être susceptible d'être arrêté, je dirais, en Amérique du Sud, où ça pourrait se causer. Il faut se rappeler qu'il était susceptible aussi d'aller en Afrique du Sud et que l'Afrique du Sud, à ce moment-là, avait dit ah ben on va peut-être nous sortir, en fin de compte, des accords de Rome parce que ça nous permettrait de le recevoir. Puis il y a eu une marche arrière. Marche arrière, donc, mais on comprend avec Laura qu'en fait, il ne pouvait pas y aller en Afrique du Sud. Voilà. Oui, et d'ailleurs, le Brésil est signataire du traité de Rome. Ouais. Mais Lula, quand on lui a posé la question... Il hésite. Il est resté très flou. Exactement. Mais on comprend qu'il ne peut pas y aller, de toute façon, au Brésil. Mais à cause de cette histoire de ravitaillement, en effet, il est contraint. Donc ça, quand même, ça complète un peu l'information. Donc ça a une importance, en réalité. Ouais. Et l'impact est éminemment important. Si jamais il y avait des négociations, qui s'ouvraient, est-ce que ça pourrait se faire à distance ? Vladimir Poutine n'est pas obligé de voyager ? Non, il peut rester chez lui. On trouverait un pays neutre, et le pays auquel on pense tous, c'est la Turquie. Hein. Ouais. Et là, il peut y aller sans problème. La Turquie, la Biélorusse, la Chine. Ouais. Ou même un pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Non, pour l'instant, là, ça ne poserait pas de problème. Non, ou les Émirats. Mais pour l'instant, ce n'est pas une contrainte forte. Mais c'est vrai qu'il est hors de question pour lui d'aller en Amérique du Sud, par exemple, très Atlantique. On a bien compris. Là, ce n'est pas possible. Négociation, on en parlait. C'était intéressant ce que vous nous disiez. On voulait rebondir sur quelle base ? Est-ce que Vladimir Poutine, a priori, voudra garder effectivement les 4 régions qu'il a annexées il y a un an ? Écoutez encore une fois Rybar, le célèbre 1000 blogueur russe décoré par Vladimir Poutine. Donc, c'est aussi une voix du Kremlin sur ces négociations. Écoutez-le. Premièrement, nous réclamons la libération et le transfert de nos territoires constitutionnellement déclarés. Deuxièmement, il faudra débloquer la route de la Transnistrie par la région d'Odessa. Cela signifie commencer par la création d'une zone démilitarisée. Il faudra aussi aménager un accès au Danube. Dans toutes les zones frontalières, nous devrons créer des zones tampons où il n'y aura pas une seule unité armée. Bon, alors on n'a pas de caméra sur nos invités quand de tels propos étaient tenus, mais alors tous, ils étaient... C'est impensable. Là aussi, on est dans l'art du fantasme. Parce que ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que les 4 oblasts annexés, ça revient avec la Russie, et il parle d'une route jusqu'à la Transnistrie, autrement dit jusqu'à cette petite région de la Moldavie. Non, mais lui, je lui accorde aucun crédit. C'est un Medvedev bif, ceux qui ne prononcent pas l'arme nucléaire. Medvedev le disait à chaque intervention. Mais lui, il n'y a aucun crédit. Emile Glober, c'est terrible même qu'il y ait autant de gens... Ça, c'est juste, il prend ses désirs pour des réalités, ou c'est vraiment quelque chose qui est discuté au niveau du Kremlin ? Non, moi, pas une seconde, pas une seule seconde. Je pense que s'il y avait des négociations
négociations, d'abord, elles seront imposées par Trump. Le fait que Olaf Scholz ait eu cette conversation avec le président Poutine, à mon avis, c'est également pour le principe de dire qu'il faut que les Européens participent à la discussion. À mon avis, c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. D'ailleurs, je crois qu'il a fait un commentaire dans ce cadre. Mais non, je vois mal, effectivement. Je pense qu'on commencera par un cessez-le-feu. Si le président Trump dit « Ok, maintenant ça suffit », vous allez commencer à discuter. S'il impose ça au président Zelensky, moyennant le fait qu'il arrête les livraisons d'armes, c'est la pression énorme qu'il peut faire, on commencera dans toutes les façons par un cessez-le-feu. Alors un cessez-le-feu, d'accord. Si on prend la réalité territoriale, c'est que la Russie ne possède pas l'ensemble de ces oblasts, mais la Russie voudra ces oblasts en entier. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle serait obligée de faire réviser sa constitution qu'elle a révisée en septembre 2022 et de changer le narratif. Et de changer le narratif, parce qu'aujourd'hui, ce qui est dans le narratif politique russe et dans le narratif de Poutine, et il a fait envoyer des manuels scolaires qui comportent exactement ce titre dans le Donbass, qui c'est Donbass, cœur de la Russie. Aujourd'hui, dans le narratif de Poutine, c'est de dire que ces territoires sont russes et doivent revenir à la Fédération de Russie. Mais il y a une autre partie prenante dont on parle peu dans ces constitutions, c'est l'Ukraine. Aujourd'hui, on voit, il y a plusieurs sondages qui sont faits, alors ils changent toutes les semaines, mais il y a aujourd'hui 51% des Ukrainiens qui seraient prêts effectivement à concéder aux Russes ce qu'ils ont acquis sur le terrain militaire. Mais en échange d'une forte garantie de sécurité qui s'appelle l'adhésion à l'OTAN. Et ça, les Russes disent qu'ils ne l'accepteront pas. Donc aujourd'hui, sur ces négociations, il y a effectivement cette impasse. Il y a un des deux pays qui doit faire des concessions territoriales et un des deux pays qui doit faire des concessions sur ses garanties de sécurité. Donc là effectivement... Et il y a une dernière chose, c'est que Trump avait écrit un livre en 1987 qui s'appelait « L'art du deal » et il disait dedans que lorsqu'il fallait négocier, premièrement, il fallait arriver en position de force et deuxièmement, faire croire à son interlocuteur qu'on ne voulait pas de deal. Et c'est comme ça qu'il disait qu'on avait plutôt un bon deal. Mais lui, depuis le début, depuis sa campagne présidentielle, dit qu'il veut un deal. Et il ne semble pas en position de mettre les Ukrainiens en position de force dans ces négociations. C'est aujourd'hui le danger pour l'Ukraine. Ça paraît être dans l'impasse. Et ce qu'on voit, c'est que les Russes sont plutôt en position de force en ce moment.